province de Phuoc Tuy Sud, Vietnam, le 17 mars 1966. Le sentinelle Viet Cong ne les entendit jamais venir. Nguyen Van Ham avait survécu 2 ans dans la jungle, avait appris à détecter les patrouilles américaines, à un demi-kilomètre à l'odeur de leurs cigarettes et de leur insecticide, savait identifier les types d'hélicoptères au seul bruit même dans l'obscurité totale. Mais les 4 hommes qui surgirent de la triple canopée se déplaçaient comme de la fumée, glissant dans l'eau. Aucun bavardage radio, aucune lueur de cigarette, aucune trace évidente. Lorsque Tam se tourna pour réveiller son camarade, à 3h42, une main gantée se posa sur sa bouche et une lame mit fin à sa guerre dans un silence absolu. 3 autres sentinelles moururent de la même manière, en moins de 90 secondes. Le camp de base, Viet Cong, 18 combattants, 2 dépôts d'armes. Un relais de communication cessa d'exister avant 04h00. À 04h30, les assaillants avaient disparu dans la jungle, ne laissant derrière eux que des corps disposés selon un motif précis. Une carte de visite. Le SAS australien venait d'arriver au Vietnam. À Hanoï, les officiers du renseignement passeraient les 3 années suivantes à tenter de comprendre comment opéraient ces soldats fantômes. Contrairement aux Américains, avec leurs vastes opérations de recherche et destruction, leurs barges d'artillerie et leurs assauts héliportés, ces hommes traquaient avec une précision chirurgicale. Aucune seconde chance, aucun survivant, pour raconter seulement des camps vides et une légende grandissante qui ferait craindre la jungle elle-même aux Viet Cong. Les Américains mèneraient la guerre à leur manière massive, bruyante et technologique. Le SAS mènerait la sienne silencieuse, patiente et absolument mortelle. Lorsque les premiers conseillers SAS australiens et britanniques arrivèrent en Asie du Sud-Est au début des années 1960, les commandants américains étaient sceptiques. Le major général William Westmoreland, en examinant les contributions alliées en 1964, nota dans un mémo « Les Britanniques offrent une expertise en contre-insurrection. Reste à voir si leurs méthodes conviennent à notre tempo opérationnel. » Les Américains avaient la puissance de feu, la mobilité et la doctrine moderne. Ils avaient des M16, des Huey, un soutien d'artillerie à la demande, et des B-52 pour tout ce qui était réellement sérieux. Qu'est-ce qu'un petit contingent de soldats d'un empire déclinant pouvait bien leur enseigner? Les SAS britanniques et australiens avaient quelque chose d'entièrement différent, 12 années d'expérience à vaincre des insurgés communistes durant l'état d'urgence en Malaisie. Ils avaient perfectionné l'art des patrouilles de longue portée dans la jungle, des opérations de petites unités et de la contre-insurrection basée sur les cœurs et esprits. Ils avaient appris la patience dans des lieux où la patience signifiait la survie. Les Américains voulaient en trouver l'ennemi et le détruire avec un maximum de force, se souvenait le major britannique Peter Walsh du SAS, qui servit comme conseiller en 1963-64. Nous voulions d'abord le comprendre, puis l'éliminer chirurgicalement. 2 philosophies totalement différentes. Les premières opérations conjointes révélèrent des contrastes frappants. Un escadron SAS australien pouvait patrouiller 2 semaines avec ce qu'un peloton d'infanterie américain consommait en 3 jours. Ils se déplaçaient dans la jungle sans casser une branche, installèrent des embuscades qui attendaient en des jours et communiquaient par signaux manuels, éliminant tout bavardage radio. Les conseillers américains, observant l'entraînement des SSS australiens, étaient impressionnés, mais doutaient que ces tactiques puissent être généralisées. La pensée du Pentagone reposait sur la force écrasante dans une guerre d'attrition. Les opérations de recherche et destruction
devaient en trouver de grandes formations ennemies et les anéantir par une puissance de feu supérieure. Les body count mesureraient les progrès. La technologie surmonterait les désavantages du terrain. L'approche du SAS paraissait presque désuète en comparaison des équipes de 4 à 6 hommes, contact minimal, collecte maximale de renseignements ciblage précis, d'individus de haute valeur et de logistique. C'était la contre-insurrection, version scalpel contre marteau. Les commandants communistes vietnamiens rejetèrent d'abord les rapports sur ces nouveaux opérateurs comme des exagérations. Ils avaient combattu les Français, survécu aux bombardements américains et contrôlaient d'immenses étendues de jungle. Une poignée de soldats étrangers dans les broussailles leur semblait insignifiante face à des divisions entières de troupes américaines. Cette perception allait changer violemment. Le régiment SAS australien arriva dans la province de Phu Ac Thu en 1966 dans le cadre de l'engagement de la Task Force australienne au Vietnam. Contrairement à leurs homologues américains, organisés en grands bataillons d'infanterie, les Australiens se déployaient sous forme d'escadrons d'environ 110 à 120 l'homme, opérant principalement en petites unités de patrouille. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires jouant aux opérations spéciales. Le régiment SAS recrutait parmi les meilleurs soldats d'Australie, ayant survécu à des sélections, avec 90% d'échecs formés dans la même tradition que le légendaire 22 SAS britannique. Beaucoup avaient étudié les vétérans de la crise malaise, apprenant des leçons écrites dans le sang de la jungle, au cours de 12 ans de contre-insurrection. Leur entraînement mettait l'accent sur ce que les Américains négligeaient largement: le mouvement silencieux, le pistage, l'observation et la patience. Une patrouille SAS pouvait rester immobile 16 heures à surveiller un sentier ennemi, puis exécuter une embuscade parfaite en 30 secondes, avant de disparaître avant l'arrivée des renforts. Les conseillers du SAS britannique, bien que moins nombreux, apportaient une expertise encore plus profonde. Ils avaient été entraînés avec les Gurkhas, avaient combattu à Bornéo et développé des tactiques de guerre dans la jungle qui contredisaient la sagesse militaire conventionnelle. Nous apprenons à penser comme des chasseurs, pas comme des soldats, expliqua le sergent John Lofty Large, conseiller du SAS britannique en 1965. La patience n'était pas seulement une vertu, c'était une question de survie. Les Américains utilisaient les hélicoptères comme des taxis, se rendant dans les zones d'atterrissage avec un maximum de bruit. Les SAS les utilisaient avec parcimonie, marchant souvent des dizaines de kilomètres jusqu'au point d'insertion pour ne pas alerter l'ennemi. Les patrouilles américaines comptaient 30 à 40 hommes, alors que les patrouilles SAS comprenaient typiquement 4 à 6 hommes, assez peu pour se cacher, assez pour combattre brièvement, si elles étaient découvertes et formées à rompre le contact plutôt qu'à tenir le combat. Leur choix d'armes révélait des différences philosophiques. Les Américains portaient des M16 en mode automatique complet. Les SAS préféraient les fusils semi-automatiques L1 et les pistolets mitrailleurs Sterling, avec silencieux privilégiant la précision semi-automatique plutôt que le tir en rafale. Chaque balle comptait lorsque le ravitaillement nécessitait des jours de marche. L'accent mis sur la collecte de renseignements les distinguait encore plus, alors que les unités américaines mesuraient le succès. Par le nombre d'ennemis tués, les patrouilles SAS priorisaient le renseignement photographié des documents, suivre les mouvements, identifier les routes de ravitaillement, capturer des armes pour analyse technique. Elles suivaient des unités ennemies pendant des jours, sans jamais engager le combat, se contentant de collecter des informations. Vers la fin de 1966, cette approche commença à produire des résultats que les officiers du renseignement américain
ne pouvaient ignorer. Les patrouilles SAS localisaient avec une précision étonnante les camps de base ennemis, les caches de ravitaillement et les schémas de mouvement. Leurs opérations Stay Behind consistant à rester dans les zones après les grandes opérations américaines révélèrent comment les VC se contentaient d'attendre que les Américains partent, puis revenaient. Une opération illustra cette différence. Après un vaste balayage américain de recherche et destruction en novembre 1966, dans un territoire suspecté de VC, qui ne trouva rien, une patrouille australienne de 4 hommes fut insérée dans la même zone. Elle resta 12 jours en se déplaçant sur moins de 8 kilomètres au total. Ils photographièrent 3 camps. VC documentèrent les routes de ravitaillement, identifièrent un quartier général de bataillon et appelèrent des frappes de précision qui détruisirent des mois de logistique VC, le tout sans tirer un seul coup de feu avant leur extraction. Lors de l'opération Crimp, février 1966, le moment où tout changea, les forces américaines et australiennes lancèrent une opération majeure dans les Hobo Woods, un bastion connu des VC. Les Américains entrèrent bruyamment. Hélicoptères, préparation d'artillerie, balayage d'infanterie. Les Australiens y allèrent discrètement, en petites patrouilles, mouvements soigneux, yeux ouverts. Le caporal Bob Bottell, du First Special Air Service Squadron australien 1 SAS, menait une patrouille lorsque son pointman, le soldat Danny Smith, s'arrêta soudainement. Signal de main, stop. Smith avait repéré de la terre fraîchement retournée qui ne correspondait pas à l'environnement. Ce qu'ils découvrirent allait changer la compréhension américaine de la guerre des key-tunnels, non pas de simples tranchées, mais une ville souterraine entière, 200 km de tunnels, complets, avec hôpitaux d'usines à armes, quartiers de sommeil et centres de commandement. Les Américains avaient remarché sur l'ennemi pendant des mois, mais découvrir et nettoyer les tunnels nécessitait des compétences différentes. Les tunnel rats américains se portaient volontaires pour cette mission cauchemardesque de ramper dans des trous noirs avec un pistolet et une lampe de poche. Les WC disposaient de tous les avantages pièges, piquets faibles, angles morts, connaissance du terrain. Les SAS approchaient différemment. Nous n'envoyons pas d'hommes dans les tunnels, sauf si absolument nécessaire, se souvenait le sergent Jim Ware du 3 Squadron SAS. Nous cartographions les points d'entrée, identifions les conduits d'aération, puis injectons du gaz CS et effondrons des sections stratégiques. Si la valeur du renseignement était élevée, nous envoyons quelqu'un, mais jamais seul, toujours avec une position de secours pour l'extraire rapidement. En mars 1966, une patrouille SAS dans la province de Pouatou fit un contact qui devint légendaire parmi les unités VC. Une patrouille de 4 hommes, indicatif Charlie 1, observait une jonction de sentiers lorsqu'une unité VC de 20 hommes apparut. Le protocole dictait de rompre le contact et d'évacuer. Au lieu de cela, le commandant de patrouille, le sergent Jim Campbell, prit une autre décision. Ils attendirent. L'unité VC s'arrêta à 30 mètres de leur position, empilant armes et sacs pour une pause. La patrouille de Campbell resta immobile 43 minutes, pendant que les WC fumaient, parlaient et se détendaient. Lorsque les WC reprirent leur marche, l'équipe de Campbell les suivit sur 2 kilomètres jusqu'à leur camp de base, de la taille d'une compagnie, avec cache d'armes et magasins de ravitaillement. Cette nuit-là, Campbell appela le renseignement. Le lendemain matin, l'artillerie australienne et les frappes aériennes américaines anéantirent la position avant que les WC ne sachent qu'ils avaient été compromis. 67 KIA confirmés. Pertes massives en armes, et les WC
ne surent jamais comment ils avaient été découverts, mais l'opération qui brisa réellement la confiance des WC eut lieu en juin 1966. Une patrouille, dirigée par le lieutenant John White, suivit une unité WC pendant 5 jours à travers la province de Fuactu, sans suivre de sentier, mais traquant l'ennemi comme des animaux lisant l'herbe pliée, les feuilles perturbées et les empreintes à peine visibles. La patrouille de White documenta les schémas de mouvement de l'unité WC, les emplacements des camps et la structure de commandement sans jamais être détectés. Ces renseignements permirent une embuscade coordonnée qui tua l'ensemble du leadership ennemi, 17 hommes, dont 2 commandants supérieurs. Les WC survivants trouvèrent des notes laissées sur le site de l'embuscade, écrites en vietnamien. Nous vous observons, guerre psychologique style SAS. En août 1966, les rapports de renseignement WC documentaient un schéma inquiétant. De petites unités ennemies opéraient profondément dans des territoires sous contrôle. Elles apparaissaient et disparaissaient comme des fantômes. Elles semblaient connaître les mouvements des WC avant que ceux-ci ne les effectuent. Elles tuaient silencieusement et efficacement, disposant souvent les corps pour envoyer des messages. Un document capturé en septembre 1966 révéla l'impact des forces ennemies inconnues, possiblement des troupes américaines ou étrangères d'élite, avaient établi une présence dans nos zones de base. Elles employaient des tactiques inhabituelles, évitaient les engagements si possible, et signalaient immédiatement tout signe inhabituel dans la jungle. Les maîtres Viet Cong de la guerre de jungle avaient maintenant peur de leur propre jungle. La réaction des WC face aux tactiques SAS révélait à quel point la menace avait pénétré leur confiance. Vers la fin de 1966, les unités WC, dans les zones où les SAS opéraient, mirent en place de nouveaux protocoles de sécurité que leurs commandants dans les zones dominées par les Américains ne jugeaient pas nécessaires. Ils cessèrent d'utiliser les sentiers réguliers, doublèrent les rotations de sentinelles, commencèrent à relocaliser les camps tous les 3 jours, au lieu d'une fois par semaine, et instaurèrent des systèmes de binômes où personne ne se déplaçait seul, même pour aller aux latrines. Ces mesures dégradèrent significativement leur efficacité opérationnelle, ce qui était exactement le but. « Nous n'essayons pas de tuer chaque WC », expliqua le capitaine SAS australien, Ron Large. « Nous essayons de les rendre inefficaces. » Une unité WC dépensant la moitié de son énergie, en mesure de sécurité, ne pouvait plus planifier ses opérations. Nous gagnions en les rendant paranoïaques. Les SAS firent évoluer leurs méthodes. Ils développèrent des tactiques escaladantes où une embuscade réussie était immédiatement suivie d'une autre sur le chemin de retraite logique. Les WC, fuyant un contact, tombaient dans une seconde embuscade. Les survivants de la 2e embuscade trouvaient une 3e équipe à l'étape suivante. C'était une destruction psychologique, se souvenait le sergent Dave Sirten, du 2 Squadron SAS, après 3 embuscades consécutives sur ce qui aurait dû être leur route de retraite, sur les unités ennemies, commencèrent à se rendre plutôt qu'à fuir. Elles ne pouvaient plus faire confiance à leur propre planification opérationnelle. Le rôle de conseil du SAS britannique s'étendit en 1967, apportant des améliorations issues de leurs opérations à Bornéo. Ils introduisirent les opérations Claret des raids transfrontaliers non autorisés qui officiellement n'avaient jamais eu lieu. De petites équipes SAS traversèrent le Cambodge, ciblaient des zones sanctuaires WC, puis disparaissèrent au Vietnam avant que quiconque ne puisse réagir. Ces opérations restèrent classifiées pendant des décennies, mais on en murmurait dans les camps WC. Les fantômes pouvaient traverser n'importe quelle frontière. Les unités américaines commencèrent à demander
une formation SAS. Le US Military Assistance Command Vietnam MACV mit en place des cours spécialisés où les instructeurs SAS australiens enseignaient aux unités de patrouille de reconnaissance longue, portée LRP américaine. Les leçons se déplaçaient plus lentement, observaient davantage, tiraient moins, pensaient, comme une proie, tout en se faisant passer pour un prédateur. Certaines unités américaines s'adaptèrent brillamment. McPhee-SOG, le groupe d'opérations spéciales clandestins, adopta les techniques SAS dans leur intégralité. Leurs opérations transfrontalières au Laos et au Cambodge reflétaient la méthodologie SAS, petites équipes, frappe chirurgicale, valeur maximale du renseignement, empreinte minimale. Mais les différences culturelles persistaient. La culture militaire américaine récompensait l'agression et le contact. Le body count comptait. La culture SAS récompensait le renseignement et la retenue. Les patrouilles, qui ne tiraient pas un coup, mais rapportaient des renseignements exploitables, étaient célébrées. Comme le nota un vétéran LRP américain, nous voulions tuer l'ennemi, eux voulaient d'abord le comprendre puis le tuer efficacement. Un état d'esprit totalement différent. Les VC adaptèrent leur contre-tactique spécifiquement pour les opérations SAS. Ils commencèrent à utiliser des camps factices, avec des failles de sécurité délibérément visibles, pour attirer les patrouilles. Ils positionnèrent des forces de réaction pour encercler les postes d'observation supposés. Ils déployèrent même leurs propres petites équipes de chasseurs pour traquer les traqueurs. Cela fonctionnait rarement. Les VC étaient compétents, reconnut l'ancien commandant VC Gwen Monten dans une interview de 1995. Mais les SAS étaient différents. Ils pensaient comme nous, se déplaçaient comme nous, mais possédaient un entraînement et une discipline que nous ne pouvions égaler. Combattre les Américains, c'était combattre une armée. Combattre les SAS, c'était combattre des ombres qui tuaient. En 1968, les opérations SAS au Vietnam avaient atteint ce que les forces conventionnelles n'avaient pas pu, la domination dans les territoires contrôlés par l'ennemi. L'offensive du Tet, qui surprit les forces américaines à travers le Sud-Vietnam, trouva les escadrons SAS australiens prêts et en attente. Ils avaient rapporté la montée en puissance depuis des semaines, grâce à leur patrouille continue. Dans la province de Phui, les patrouilles SAS fournissèrent des avertissements précoces permettant à la task force australienne de préparer des positions défensives. Pendant que les bases américaines étaient submergées ailleurs, les Australiens repoussèrent les attaques avec des pertes minimales. La différence résidait dans le renseignement. Les équipes SAS observaient en temps réel le développement des préparatifs ennemis. Les statistiques racontent une partie de l'histoire de 1966 à 1971. Les escadrons SAS australiens ont été déployés au Vietnam, avec environ 600 personnes au total. Ils infligèrent plus de 500 ennemis tués confirmés, capturèrent des renseignements qui entraînèrent des milliers de victimes supplémentaires et ne subirent que 3 pertes en action. C'était un ratio de pertes qui défiait les mathématiques de la guerre conventionnelle. Mais les chiffres ne reflétaient pas l'impact psychologique. Un officier NVA capturé et interrogé en 1969 décrivit les ordres permanents de son unité concernant les patrouilles SAS. Si vous les voyez, n'engagez pas le combat, signalez la position et retirez-vous. Ils ont toujours un soutien à proximité et ne perdent jamais. La dernière partie n'était pas strictement vraie, les patrouilles SAS pouvaient être submergées par des forces supérieures. Mais c'était la perception qui comptait. Les unités VC et NVA croyaient sincèrement que s'engager contre une patrouille SAS était un suicide. La réalité était plus nuancée
Mais la réalité n'était pas ce qui contrôlait le comportement dans la jungle. La mission de conseil du SAS britannique atteignit son efficacité maximale entre 1968 et 1970, lorsque leur programme de formation avait produit plusieurs générations de soldats américains, LRP et forces spéciales capables de comprendre la guerre dans la jungle comme un art plutôt que comme le chaos. Ces unités commencèrent à produire leur propre succès, appliquant la patience et l'observation plutôt que la puissance de feu et l'agression. Les SAS nous ont appris que le silencieux était une arme, se souvenait le sergent-chef Billy Waugh, opérateur Masevu. Ils nous ont montré qu'observer l'ennemi pendant 3 jours avant d'attaquer était meilleur qu'attaquer immédiatement. Ils prouvaient qu'un petit groupe de 4 hommes silencieux pouvait accomplir ce qu'un peloton avec soutien aérien ne pouvait pas. Peut-être que la mesure ultime de l'efficacité des SAS venait de l'action ou de l'inaction ennemie. En 1969, certaines zones de la province de Tuaku étaient effectivement libérées des WC, non pas à cause de grandes opérations, mais parce que les WC les avaient simplement abandonnées. Le coût d'opérer dans le territoire SAS dépassait tout avantage stratégique. Ils ne pouvaient pas se déplacer en sécurité, ne pouvaient pas se reposer en toute sécurité, ne pouvaient pas planifier efficacement. Les SAS avaient gagné sans combattre la forme la plus élevée de la guerre, selon Sun Tzu, et une forme que les Viet Cong comprenaient intimement. Être battus dans leur propre philosophie était une pilule amère. Les SAS australiens se retirèrent du Vietnam en 1971, leur mission accomplie. Ils avaient prouvé que l'excellence des petites unités correctement appliquées pouvait obtenir des effets stratégiques que les opérations conventionnelles massives ne pouvaient pas. Les Américains continueraient leur guerre encore 4 ans. Mais les leçons avaient été apprises, même si elles n'étaient pas toujours appliquées. Les forces modernes des opérations spéciales dans le monde entier étudient les opérations SAS au Vietnam comme des exemples magistraux de contre-insurrection menées correctement, patience, focalisation sur le renseignement retenu. Ces principes sont devenus des fondations doctrinales pour les opérations spéciales en Irak, Afghanistan et au-delà. Nous n'avons pas gagné la guerre du Vietnam, réfléchit le major général John Essex Clark, qui commandait les escadrons SAS australiens au Vietnam. Mais nous avons montré qu'il existait une meilleure manière de la mener. Si quelqu'un écoutait, c'est une autre question. Les Viet Cong apprirent leurs propres leçons. L'ancien combattant V.C. Truong Nu Teng écrivit dans ses mémoires l'armée américaine était puissante, mais prévisible. Les SAS étaient différents patients précis et terrifiants par leur efficacité. Nous les craignions parce qu'ils combattaient comme nous, mais mieux. Cette peur fut la plus grande arme des SAS. Ni les fusils, ni l'entraînement, ni même le ratio de tués. La peur que la jungle elle-même se soit retournée contre les Viet Cong, que nulle part ne soit sûr que les chasseurs soient devenus les chassés. 3000 mots ne suffiraient pas à capturer pleinement ce que les patrouilles de 4 hommes accomplissaient dans les hautes terres vietnamiennes. Mais ces patrouilles démontrèrent une vérité intemporelle dans la guerre non conventionnelle. La qualité des soldats compte plus que la quantité. La précision l'emporte sur la puissance de feu. La patience triomphe de l'agression. Les Américains amenèrent une armée au Vietnam. Les SAS apportèrent quelque chose de plus dangereux, la compréhension. Comprendre que gagner les cœurs nécessitait de protéger les villages, pas de les détruire. Comprendre que le renseignement importait plus que le body count. Comprendre que parfois la chose la plus puissante qu'un soldat puisse faire est d'observer, attendre
et frapper seulement lorsque la victoire est assurée. Les Viet Cong craignaient les SAS parce que ces derniers étaient tout ce qu'ils pensaient être eux-mêmes, mais raffinés par une formation professionnelle, une discipline supérieure et une tradition militaire remontant à des siècles. Quand des maîtres de la guérilla rencontrèrent des soldats qui avaient perfectionné leur art, la peur fut la seule réponse rationnelle.